Bonjour, je m'appelle Zao Sadik Bailey, j'ai 44 ans, je suis né en 1976 à Erevan, en Arménie. Ma famille, la famille de mon père, était originaire de l'Arménie. Ils ont vécu là-bas depuis toujours. Ils étaient propriétaires terriens, possédaient les terres à côté d'Erevan et une grande maison avec le jardin à Erevan même. Au début du siècle dernier, il y a eu des nettoyages ethniques et massacres des populations civiles azéries qui habitaient là-bas, perpétrés par le gouvernement de première république arménienne, République des Dachnak. À l'époque, il y avait 96% des Azéris à Erevan. Après, le pouvoir soviétique a été instauré et ma famille a été progressivement dépossédée de ses biens. D'abord, les terrains, qui sont devenus aujourd'hui l'aéroport international d'Erevan, de Zvartnots, et puis la maison avec le jardin. Et en finale, un petit appartement de 2 pièces a été donné à ma famille. Je suis né en 1976 et la première langue que je parlais était arménienne. En 1988, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est éclaté à propos du Haut-Karabakh. Je subis avec ma famille immédiatement les répercussions en Arménie, à l'école, dans la cour, avec les camarades de classe et les voisins. J'ai été exclu du groupe, plusieurs fois battu, et puis finalement, le 26 mai 1988, nous avons quitté l'Arménie définitivement. Je n'y suis plus jamais retourné. J'ai mis longtemps à me reconstruire en Azerbaïdjan, comprendre les raisons du conflit. Je voulais savoir comment ma famille s'est arrivée, se retrouver en Arménie, la famille de mon père. Qu'est-ce qui se passait, pourquoi aujourd'hui on est encore en guerre avec les Arméniens. Il faut savoir qu'en un siècle, 105 ans, ça fait 3e fois qu'on est en conflit. Depuis le 27 septembre, l'Azerbaïdjan a passé à une contre-offensive. On peut l'appeler de différentes façons, mais c'est une véritable opération d'obligation de la paix, de contrainte pour la paix, qu'on peut appeler, ou la guerre de libération. En effet, pendant 27 ans, le Haut-Karabakh et les 7 régions autour ont été occupées par les forces armées arméniennes. Donc, l'Azerbaïdjan, pendant 27 ans, a espéré une solution pacifique et négociée du conflit, mais ça ne s'est pas passé et de temps à autre, il y a eu des provocations du côté arménien. Il y a eu des morts sous la frontière, des morts civils, et puis depuis 2 ans, les provocations incessantes du nouveau gouvernement arménien qui est arrivé sous la révolution de velours, gouvernement de Pachinian. Les déclarations que le Karabakh c'est l'Arménie, et point. Les danses ancestrales azéries, Yalli, sur la Djedor d'Uzu. Les femmes du premier ministre arménien qui part au Karabakh faire le stage militaire avec la Kalachnikov visée sur les positions azéries. Et puis finalement les morts civiles. Le 27 septembre, une famille azérie de 5 personnes, les Gourbanov, sont morts parce qu'un obus arménien tombé sur leur maison et détruit leur maison. Cela a été la goutte qui a débordé la vase et l'Azerbaïdjan a commencé cette opération de contrainte pour la paix. Les Arméniens, les protagonistes arméniens et les Arméniens disent toujours, avancent toujours cet argument, une thèse. Ils parlent de droit des peuples à autodétermination. Il utilise notamment l'interprétation des articles 3 et 4 de la Charte des Nations Unies, mais il y a un problème déjà à ce niveau-là, puisque le droit de peuple à autodétermination, normalement, n'est reconnu que peuple sans État. Il y a un certain nombre de peuples dans le monde, les peuples qu'on appelle les peuples sans État. On peut citer certains connus, les Kurdes, les Basques, et tant d'autres, les petits et grands peuples qui n'ont pas leur État, qui font partie d'un grand ensemble de notre État. Mais contrairement à ce peuple-là, les Arméniens, ils ont leur propre État. Donc, pour moi, en tout cas, et pour les Azerbaïdjanais, cette revendication arménienne d'autodétermination des Arméniens du Haut-Karabakh, c'est une tentative d'annexion déguisée du territoire azerbaïdjanais. Annexion par la force, annexion par l'occupation, et l'occupation à laquelle il a été nécessaire de mettre fin, et cette fin a été mise
par l'opération de contrainte à la paix qui a été menée depuis le 27 septembre. Alors, les revendications arméniennes sur le Haut-Karabakh, ils ne datent pas de 1988. En 1988, avec le perestroïka, ils se sont exprimés de façon plus ouverte. Mais il y a eu d'autres revendications. On se souvient des actes terroristes arméniens en 1987 perpétrés à Moscou, plusieurs actes terroristes dans le métro. On se souvient des actes perpétrés en parallèle donc dans le monde par Organisation secrète de libération de l'Arménie à Salah contre les diplomates turcs. Donc cette question a progressivement monté. Ce qui se passait avec le perestroïka, que moi j'appelle ça, le paix a été maintenu au Caucase du Sud et entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie grâce à l'équilibre fragile d'une construction totalitaire. Donc construction totalitaire, la politique nationale de Lénine, elle empêchait des nationalismes exacerbés de s'exprimer. Donc la politique nationale de Lénine, elle favorisait des mariages mixtes, elle favorisait beaucoup de choses, d'amitié entre les peuples, et elle réprimait les nationalismes, elle réprimait tout ce qui est de très ou de loin, mémorisait ou rappelait au peuple les massacres de début de siècle, les cataclysmes de début de siècle. Donc ce qui se passait avec le perestroïka, que les nationalistes arméniens, je vais juste en citer deux, les intellectuels, c'est Zori Balayan et Silva Kaputikian qui ont soulever ces questions et ils ont fait enflammer les foules petit à petit en faisant croire aux Arméniens que le Haut-Karabakh peut être rattaché de l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Il faut bien comprendre que jusqu'à aujourd'hui, cette question de l'appartenance du Haut-Karabakh des origines, il n'est pas connu du grand public. Les Arméniens disent, et ils avancent toujours cet argument, qu'en 1923, le Karabakh a été donné à l'Azerbaïdjan. Mais il avance toujours cette décision de 1921 du bureau caucasien du Parti communiste. Mais en effet, si on regarde la décision de 5 juillet, il est évident que le terme utilisé était laisser le Haut-Karabakh dans la République d'Azerbaïdjan, donc la République soviétique d'Azerbaïdjan. Pourquoi ce terme a été utilisé? Très peu de gens le connaissent. En fait, il faut aller au début, à la façon dont le Karabakh a été annexé ou conquis par l'Empire russe. L'assise juridique du Karabakh en général, bon, pas seulement le Haut-Karabakh, parce que Karabakh c'est un grand ensemble, il y a le Haut et le Bas-Karabakh, mais l'assise juridique de Khanat de Karabakh, c'est le traité de 14 mai 1805, traité de Kurekçay. Qu'est-ce que c'est? C'est le traité qui a été signé entre le Khan de Karabakh, donc l'entité féodale autonome azérie, et l'Empire russe. Et dans ce traité, tout est énuméré, tout est décrit. C'est un protectorat russe et il semble-t-il que le Karabakh rentrait sous la possession russe, sous la souveraineté russe, à condition qu'il restera souverain et qu'il restera la terre azerbaïdjanaise. Aujourd'hui, avec le recul, avec 200 ans de l'histoire, en analysant cet état de fait, on comprend que finalement l'Empire russe ou les Russes, ils ont tenu leurs promesses. Puisque quand le 21 mars 1828, des Khanats azéris aussi, anciennement de Yerevan et Nakhchivan, le domaine arménien, le oblast arménien sera créé, le Khanat de Karabakh sera épargné. Donc le Karabakh, il restait administrativement dans la partie du gouvernorat de Ganja, Elisabeth Paul, donc, et après c'est devenu la République d'Azerbaïdjan. Donc l'assise juridique du Karabakh, depuis le début, c'est un territoire azéri, il est entré en tel, et cela a été scellé par les traités. Et avec le recul, moi je pense, et c'est mon intime conviction, qu'en 1921, c'était la même logique. Le pouvoir soviétique, comme il reprenait les rênes, il a eu continuité de l'État russe, même si c'était devenu l'Union soviétique, il a voulu respecter ça. C'est pour ça d'ailleurs, le Karabakh, il a été écrit qu'il était laissé en Azerbaïdjan et pas donné à l'Azerbaïdjan comme prétendent les protagonistes arméniens. Je vais dire aussi deux mots sur le début du conflit, j'ai omis de le dire.
le conflit, quand il est commencé, il y a très peu, encore une fois, des gens qui l'écrivent ça. Il faut comprendre que le premier sang a été versé par les Arméniens. Hein, ça, très souvent, on l'oublie. Le premier sang a été versé par les Arméniens. Les premières deux victimes, c'était les Azéris qui étaient abattus par un policier, par un milicien arménien dans le Haut-Karabakh. Les réfugiés azéris qui sont partis de l'Arménie, c'est aussi les Azéris qui sont partis, notamment de Kafan, notamment de village de Göyça. Après, c'est vrai que le pouvoir soviétique fait entrer les troupes pour les protéger, mais une fois que les troupes soviétiques étaient retirées, ces personnes-là, ils étaient chassés de l'Arménie. Donc, il faut comprendre que le conflit a commencé comme ça. Alors, le rôle de la Russie, si on prend aussi, encore une fois, le principe de continuité de l'État, il faut comprendre que la Russie fait partie, donc, la continuité de l'Union soviétique. Donc, le pays qui a récupéré les droits et les devoirs de l'Union soviétique, c'est la Russie. Donc, au début, quand le conflit a commencé, c'était encore l'Union soviétique. Donc, le pouvoir soviétique a fait entrer les troupes, a essayé faire régler ça par ce qu'on appelle la situation extraordinaire et même ce qu'on appelle les boéviques, des personnes armées illégales dans le Haut-Karabakh, ils étaient au début pourchassés, attrapés par les troupes soviétiques, les troupes russes dans le Haut-Karabakh. Mais après, quand deux pays sont accédés à l'indépendance, la Russie, donc il n'y avait plus d'Union soviétique, la Russie a retiré donc, ses troupes progressivement et le dernier, la plus catastrophique et la plus douloureuse acte, c'est le retrait du régiment numéro 366 qui était stationné à Khojaly. Et ce régiment, qui n'existe plus sous tel numéro parce qu'il a déshonoré l'État russe par ses actes, il était commandé par deux Arméniens. Et ce bataillon, cet fameux régiment numéro 366, a participé directement dans le massacre de Khojaly. Donc c'est la dernière étape quand les troupes étaient retirées. Donc après ils étaient retirés, mais ils aidaient les Arméniens de prendre le Khojaly et commettre l'acte de génocide. Donc la position de la Russie, c'est vrai que le pouvoir russe, elle n'est pas telle qu'elle était hier, mais au début, après l'indépendance, sous Yeltsin, la Russie a eu cette tendance à maintenir semblant de l'Union soviétique, faire dépendance avec d'autres républiques, notamment d'Azerbaïdjan, qui avait une politique trop indépendante. Et on dit souvent que l'Azerbaïdjan a perdu à l'époque le Haut-Karabakh et les 7 régions autour à cause de la politique pro-occidentale qu'il menait. Et si on revient aux 7 districts occupés, aujourd'hui, on peut le dire avec le recul, que les 7 districts, les districts autour de Karabakh étaient occupés parce que le pouvoir russe voulait empêcher, semble-t-il, par tout moyen, l'arrivée au pouvoir de l'ancien président azéri Heydar Aliyev, qui était appelé donc, par le président Elchibey, qui vivait une période d'instabilité politique, un coup d'État, et il était appelé par le président Elchibey pour lui succéder, et les Russes voulaient l'éviter, il avait leur personne, leur candidat à cette poste, donc on dit que les 7 régions autour du Karabakh étaient permis à l'Arménie de le conquérir, même pas conquérir, il y a eu participation directe des parachutistes russes, par exemple au nord donc du Haut-Karabakh, qui agissaient, semble-t-il, comme des mercenaires, mais il n'empêche que le pouvoir russe n'a rien fait pour les arrêter. L'Arménie a été aidée par la Russie et elle a pu conquérir ces 7 régions. Alors, concernant les personnes disparues, c'est une question très douloureuse. Moi, je me rappelle, j'ai participé à une off, comme on dit, discussion au Conseil de l'Europe. Le problème, la Convention de Genève, bien sûr, interdit le traitement inhumain, dégradant, interdit de prendre des otages civils. En tout cas, si les civils sont pris pendant le conflit, ils doivent immédiatement restituer à Croix-Rouge, qui doivent délivrer dans leur pays. C'est ce qui est écrit dans la Convention de Genève. Idem pour les prisonniers de guerre qui n'ont pas de statut particulier. Les personnes qui ne sont pas protégées par la Convention de Genève, c'est les espions, les mercenaires et les criminels de guerre s'ils avéraient qu'une personne a commis les crimes de guerre. Ce qui concerne les otages azéris et les personnes disparues. Le problème
que ces personnes, ils ont un statut quelconque jusqu'à ce qu'ils en aient vie. Mais si ces personnes ne sont plus en vie, ils perdent ce statut. Donc ça devient un crime de guerre. L'Azerbaïdjan a demandé plusieurs fois à l'Arménie de fournir des informations et les noms des personnes qu'ils détiennent. Et il semble-t-il que pendant toutes ces années, l'Arménie a fait du chantage donc, à ces personnes, sachant que l'Azerbaïdjan voudrait récupérer ou ne serait-ce que savoir ce qu'ils sont devenus. Il se peut y avoir encore des otages et il faut faire la pression sur l'Arménie, il faut faire la pression par la communauté internationale, il faut initier les procédures pour obliger l'Arménie de rendre compte des personnes qu'ils détiennent ou de dire les informations où ils sont détenus. De toute façon, sur tous les territoires libérés d'Azerbaïdjan, les investigations seront menées, je suis convaincu, les charniers seront découverts et les analyses seront faites. Et toutes les personnes qui sont trouvées, les restes d'êtres humains qui sont retrouvés, seront identifiés et les crimes, alors le crime de guerre sera qualifié. Et il est imprescriptible.